Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de votre fidélité. Nous sommes sur Radio Fréquence Atlantique avec 3 longueurs d'onde, 88.3, 93.6 et 105.9. Une radio que vous pouvez écouter sur le net, rfaradio.fr. Et puis surtout, une émission que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Ensuite, vous retrouvez donc l'émission enregistrée sur la page Facebook de GIC en bout. Donc, chaque dimanche, nous nous retrouvons pour des commentaires sur les faits d'actualité internationale, de l'actualité internationale. Ensuite, nous avons des informations sur la Martinique et une partie interactive qui n'est pas malheureusement sur Facebook, mais à laquelle vous pouvez participer en téléphonant au 0596 03 14 03. Donc, vous continuez à suivre l'émission sur le net ou sur la radio pour pouvoir participer. Alors, dimanche dernier, nous avions annoncé que nous allions aborder un certain nombre de points, j'allais dire de vocabulaire concernant les grilles d'analyse à déconstruire, mais nous allons prendre le même schéma que l'autre fois. Nous commençons par 5 points d'actualité commentés. Et aujourd'hui, ce sera à partir de l'arrêté de catastrophe naturelle qui concerne la Martinique. Ensuite, l'enquête parlementaire qui a été diligentée contre la gestion du gouvernement, par le gouvernement du Covid-19, l'expulsion des Haïtiens et Haïtiennes en Guadeloupe, la question du droit international qui est relevée par une décision de la Cour pénale, et puis enfin, la situation au USA. Ensuite, nous allons prendre la partie déconstruction. Donc, on commence tout de suite avec cet arrêté qui fait scandale en Martinique. Nous avons déjà eu l'occasion de dire dans d'autres émissions,
que la question de l'arrêté de catastrophe naturelle même pose problème. Une catastrophe, c'est quelque chose qui est évident. Les critères sont suffisamment clairs pour que une municipalité, une collectivité locale, ou des experts avalisent le fait qu'il faille indemniser des gens qui sont assurés. Le gouvernement a mis une disposition qui fait que il doit déclarer l'état de catastrophe naturelle pour que, à ce moment-là, les gens qui ont payé leur assurance puissent déposer des dossiers et puissent être indemnisés. Et ça ne concerne même pas, évidemment, les gens qui n'ont pas d'assurance. Nous avions expliqué que c'est une scélératesse organisée par des gouvernements au service des multinationales pour permettre aux assurances de faire des profits et de ne pas indemniser justement les gens qui sont leurs clients. Une fois que le gouvernement prend cet arrêté, le temps peut être plus ou moins long pour que le processus se mette en marche. Et il peut déclarer cet état de catastrophe naturelle assez tardivement. Ça, c'est déjà vu. Tout le monde sait l'ampleur de la catastrophe qui a touché la Martinique ces dernières semaines. Le gouvernement a plastronné, bon, nous allons prendre immédiatement les arrêtés. Effectivement, ils ont pris. Et puis les Martiniquais reçoivent cet arrêté, donc les assurés. Et qu'est-ce qu'on constate? Les glissements de terrain ne sont pas pris en compte. Ah oui, on a pris les inondations, les glissements de terrain qui ont entraîné la destruction des domiciles des gens, ce n'est pas pris en compte. Alors, est-ce que c'est par imbécilité, par ignorance? Non. C'est une décision politique, partisane, au service des multinationales de l'assurance. Alors, les gens rouspètent, etc. Ça montre qu'il faut se mobiliser pour que ce gouvernement ne soit pas à la solde des multinationales. Et je rattache cette affaire-là à une autre information concernant les assurances que nous avons entendue sur les médias cette semaine. Les collectivités ont du mal à trouver des assurances qui prennent en compte leur contrat. Une mairie, une municipalité, la CTM, ne peut pas trouver une assurance française qui accepte qu'ils y adhèrent pour être indemnisés. On voit bien que l'assurance n'est pas là pour protéger le citoyen, elle est là pour faire de l'argent. Ce n'est pas rentable de faire des contrats d'assurance dans une zone à risque, donc débrouillez-vous. Et on était tout fiers de dire que les municipalités cherchent des courtiers qui vont démarcher des assurances à l'étranger, en France, qui acceptent de les couvrir. À quelles conditions, c'est encore à discuter. Et jusqu'à quand, c'est toujours à discuter. Donc on voit bien que c'est un système qui n'a rien à voir avec les intérêts des populations. Le président Macron a été placé là par les multinationales pour que leurs intérêts soient respectés. Et justement, on peut faire aussi la liaison avec les discussions qui sont faites aujourd'hui, après les accords soi-disant pour lutter collectivement au niveau international contre les effets du changement climatique. Et on entend ces journalistes qui sont au service de Macron dire « Ah, la France est un bon élève, la France a mieux fait que les autres, la France, etc. » C'est un scandale que ce soit présenté comme de l'information, parce que Macron, c'est quand même celui qui avait promis d'interdire les insecticides tueurs d'abeilles, et puis qui est revenu sur sa parole. Macron, c'est celui qui avait pris des engagements sur le glyphosate, qui est revenu sur sa parole. Macron, c'est celui qui a organisé une convention citoyenne avec des gens représentatifs de la société française. Ils étaient 150 à établir des revendications, et quand ils ont remis le rapport, Macron a dit « Je m'engage à respecter, sans filtrer ces informations ». Et puis on entend ce Waterloo arrogant
derrière son micro dire c'est pas parce que 150 citoyens ont dit quelque chose que leur parole c'est la Bible ou le Coran. C'est le mépris, c'est absolument antidémocratique. Et cela nous amène à dire que si les gouvernements ne peuvent pas protéger les citoyens, ne veulent pas protéger les citoyens, acceptent qu'ils subissent les pires catastrophes et pour que leur compagnie d'assurance, celle d'ailleurs qui finance leurs élections, puisse fonctionner, il faut voir autre chose. C'est la mobilisation, c'est changer le système, c'est changer les lois. J'entendais cette semaine-là un camarade militant d'une autre organisation dire oui, il faut manifester et quand on sera 10 000, on les fera plier. Oui, il faut manifester, c'est important, il faut être 10 000, mais on a vu les gilets jaunes qui se sont manifestés, qui se sont rassemblés pendant des années, tous les samedis. On a vu les événements de 2009 en Martinique et en Guadeloupe. On était 30 000 en Martinique. Le gouvernement vient faire des promesses. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Et puis après, il vous écrase et la vie continue. Donc, s'il est vrai, et là nous partageons l'avis de ce militant, que les manifestations sont importantes, il nous faut comprendre que ces manifestations-là n'ont d'effet sur le gouvernement qu'à condition qu'elles expriment une organisation, une conscientisation et une organisation longuement préparée sur le terrain. C'est pas en allant chaque samedi ou les dimanches dire devant les instances, les institutions à bas et puis appeler tout le monde à venir qu'on va obtenir les résultats si en amont les gens dans les quartiers, les individus ne sont pas conscientisés, ne sont pas acteurs des décisions qui sont prises en matière de revendication. Et là, c'est un débat théorique qu'il nous faut accepter de prendre entre différents militants de différentes organisations. Il ne nous faut pas insulter et culpabiliser le peuple. Ah, une chose si importante, ils ne viennent pas, ils ne prennent pas conscience de la gravité. Ce qu'on a entendu dire par des syndicalistes devant une manifestation qui n'était pas réussie. Non, les gens ne viennent pas, soit ils n'ont pas confiance, soit ils sont déçus, soit ils sont grabataires, soit ils ont leur enfant et qui leur pose problème, soit parce que tout simplement, ils savent que la méthode n'est pas la meilleure. Donc il ne nous faut pas culpabiliser les gens, il ne faut pas croire que manifestation avec 50 organisations qui signent signifie que le peuple adhère à la manifestation, parce que souvent, on voit des gens qui signent par conviction, mais qui ne peuvent pas s'engager pour venir. Donc, on a un débat théorique serein à prendre pour voir comment travailler en amont, que chacun travaille en amont, et que les mobilisations qui sont décidées soient le fruit d'une décision collective. Si chacun dit, je fais ma manifestation, puis je dis, venez, venez. Si vous ne venez pas, vous n'êtes pas pour l'unité. Ça ne marche pas comme ça. Il nous faut comprendre, tous militants, quels que soient les éclairages que nous voulons porter, comprendre qu'il nous faut d'abord nous ancrer sur le terrain pour disposer de l'appui conscient des populations et ensemble discuter des grandes mobilisations à des moments précis qui feraient les choses avancer. Je ne serai pas plus long sur ce premier point qui est lié à la question des catastrophes naturelles. Je veux parler de cette perpétuelle interrogation sur le Covid et la gestion par le gouvernement. Alors vous savez qu'il y a une commission parlementaire qui a été faite pour juger de l'action du gouvernement. Ben, elle est sans concession. Il est clair que le gouvernement a mal géré, a improvisé et n'a pas été à la hauteur de ses responsabilités. Mais plus grave, on apprend que le fameux Salomon, oui, Jérôme Salomon, est intervenu pour faire des experts changer des rapports qu'ils avaient établis sur certaines questions comme celle du masque. Ça veut dire quelle fiabilité ont les propos des gouvernements, quelle crédibilité ont-ils aujourd'hui quand on a vu qu'ils ont menti, qu'ils ont changé de parole et puis qu'ils font pression pour que des rapports sur lesquels ils s'appuient
pour parler à la population sont faits sous la pression. Donc on voit bien que, là encore, c'est comme pour les catastrophes naturelles, ce n'est pas sur un gouvernement au service multinational qu'on doit s'appuyer pour pouvoir trouver des solutions aux problèmes, aux crises sanitaires majeures. Alors, ajoutez que cette semaine, le Programme alimentaire mondial a interpellé les gouvernements sur les dangers d'une pandémie de la faim mondiale qui fera plus de morts que le Covid-19. Et cela à cause de la façon dont les gouvernements gèrent la situation, avec leur confinement incohérent, avec la fermeture de ce que ces messieurs ont décidé d'appeler non essentiels, avec la non prise en compte des incidences sur le psychisme. Donc, on s'attend à une pandémie mondiale qui fera plus de morts que le Covid-19. Nous l'avons déjà dit précédemment, les conditions de confinement, de contrôle des déplacements, de fermeture d'interdiction d'activités économiques, telles que le gouvernement les prend à présent, sont directement responsables d'une explosion des violences conjugales, des agressions sexuelles, pédophiles, etc. Les chiffres sont là. Des suicides, parce que les gens ne savent pas où aller, ils ont peur, on les effraie. Ou bien parce qu'ils font faillite, ils ne peuvent pas payer. L'explosion des suicides. Mais tout cela, c'est une conséquence massive qui fait plus de morts que le Covid-19, qui crée plus de problèmes. Les psychiatres ont attiré l'attention du gouvernement. Pourquoi refusent-ils de tirer les conséquences, les conclusions, de comprendre que la gestion des crises sanitaires de cette ampleur ne peut se faire sans la conscientisation, l'appui, l'implication volontaire des populations et sans des mesures économiques et politiques qui permettent l'accès à la santé, l'accès à l'hygiène, l'accès à l'éducation. Et l'exemple de Cuba mérite d'être cité en conclusion de ce deuxième point. Cuba est l'un des pays où cela a été le mieux géré, où il y a eu le moins de morts, le moins de contamination. Pourquoi? Parce qu'il y a un système fondé sur l'intérêt collectif, que très tôt, il y a eu des protocoles de prévention qui ont été mis et qui avaient déjà été expérimentés lorsque l'épidémie de sida, la pandémie de sida s'était déclarée. Et donc, on voit qu'avec moins de moyens financiers, puisque Cuba est sous blocus américain, Cuba subit des sanctions des pays occidentaux, on arrive à mieux gérer la situation. Donc, c'est le système qu'il faut mettre en cause. J'en arrive au troisième point. Vous savez que la préfecture de Guadeloupe, alors qu'il y a restriction de voyage, on ne vous permet pas de prendre l'avion librement, décide de faire un charter pour expulser 30 Haïtiens, dont certains ont des enfants scolarisés, dont certaines sont enceintes, bref, des gens qui sont en situation précaire. Et on sait la situation qu'il y a en Haïti. On sait la situation où des gangs criminels massacrent des gens, violent, font du kidnapping, et sous l'autorité du président qu'ils ont choisi pour cette basse manœuvre Jovenel Moïse. Le préfet de Guadeloupe, la patrie des droits de l'homme, prévoit un charter. Alors, fort heureusement, il y a eu des organisations guadeloupéennes qui ont fait un collectif pour protester, manifester, descendre dans la rue, dénoncer. Finalement, 8 ont été, le vol a été maintenu, 8 ont été expulsés. Mais la situation des autres n'est pas encore réglée. Cet acharnement raciste
a pour but de maintenir les divisions entre les peuples caribéens, entre les nationaux et les immigrés. Ça fait partie de la conception lepéniste qui est appliquée massivement en France et globalement en Europe. C'est une chose indigne du point de vue humain, mais au-delà de ça, il faut comprendre que le gouvernement français tient à tout prix à diviser les peuples caribéens, à empêcher les circulations entre ses frères et sœurs caribéennes, parce que l'identité caribéenne se construit, les échanges entre mouvements populaires et sur les plans culturels, etc., constituent une menace pour la domination coloniale. Et il nous faut comprendre que ce combat pour soutenir les frères et sœurs haïtiennes fait partie de la possibilité que notre Caraïbe s'émancipe et se développe. La question du colonialisme est plus que jamais présente. L'État français a bien compris qu'il est en train de perdre ses dernières colonies. Il a perdu son influence au niveau international. Évacué en Asie par la Chine, l'Inde, enfin les puissances dites émergentes. En Afrique, parce que les peuples dénoncent et que d'autres impérialistes viennent les concurrencer. Et puis, en Amérique, parce que l'impérialisme américain ne collabore plus avec les pays européens. Et puis en Europe, parce que l'Europe est en train d'imploser, de se déliter. Donc, l'État français sait bien. Et la seule façon de maintenir ses intérêts financiers, la puissance de ses propres multinationales, c'est de cadenasser sa domination sur les colonies dont il dispose. Donc, ça explique la position qu'il y a concernant la Caraïbe. Et je signale que les dernières manœuvres militaires organisées par la France dans notre pays avaient pour thème quoi? La préparation de l'évacuation d'une population. Ça veut dire qu'ils envisagent même la possibilité qu'ils soient obligés de partir avec le ressortissant. Et ils se préparent militairement pour ça. Alors, c'est pas, quand on dit évacuer une population, ce n'est pas les 350 000 Martiniquais, ce n'est pas les Martiniquais de souche, c'est leurs expatriés. Il faut rappeler que à 2 reprises, des gendarmes l'ont avoué. Par exemple, lorsqu'il y a eu les actions à Sainte-Luce, sur les plages, un militant dit aux gendarmes, mais qu'est-ce que vous faites pour protéger, etc. Le gendarme a dit, nous sommes là pour protéger nos ressortissants. Nous sommes là. Alors, le militant lui dit, c'est qu'il est ressortissant. Il dit, vous savez bien, et il montre, c'est ressortissant. À Mont-Gaillard, des gendarmes qui étaient allés protéger une propriété de Béquet ont tenu un langage peu similaire. Donc, on prévoit des événements en Martinique, mais sauf qu'en Martinique, la configuration n'est pas la même que dans la colonie Kanaki, où la domination est plus barbare encore. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? À l'heure actuelle, la population kanak se mobilise parce qu'on essaie de déposséder le pays de l'exploitation minière, d'une industrie d'exploitation de nickel. Eh bien, les affrontements sont arrivés à tel point que les gendarmes font usage de balles réelles contre un barrage, que les Caldoches organisent des milices armées pour essayer d'affronter les militants kanaks. C'est très improbable qu'il y ait un nouveau référendum. Les choses vont dégénérer avant ça, parce que l'État français joue son va-tout pour maintenir sa présence coloniale, mais que les peuples ne vont pas faire machine arrière. Le 4e point concerne le droit international. Nous avons souvent expliqué le fait que les multinationales, et notamment celles des États-Unis, depuis une quinzaine d'années, ont mis une stratégie
pour casser toute législation internationale, tout droit international, sur tous les plans. Au plan économique, au plan financier, on retire toute la souveraineté dont disposaient les États-nations, les gouvernements nationaux. Par exemple, la banque française n'a plus aucun pouvoir devant la Banque centrale européenne et aucun gouvernement n'a de pouvoir sur la Banque centrale européenne. Un État qui veut prêter de l'argent ne peut pas chercher sa solution lui-même, il est obligé de respecter les décisions du conseil d'administration de la Banque centrale européenne, non élu, bien entendu, ne disposant d'aucune légitimité démocratique. Concernant les multinationales, les droits en matière d'environnement sont bafoués, puisque désormais, dans les législations, une multinationale peut attaquer un État qui l'empêche de développer son activité pour des raisons de protection de l'environnement ou pas. Et puis, au point de vue du droit d'intervention militaire, ça c'est déjà un peu plus ancien, c'est déjà depuis Kouchner en France, le droit d'ingérence, le devoir d'ingérence humanitaire. Donc, on peut aller dans un pays, tuer, arrêter, prendre un président par la peau du cou, etc. Donc, et puis, on arrive à cette fameuse Cour pénale internationale qui domine tout le monde et qui ordonne par-ci, par-là, au-delà des législations nationales. Cette semaine-là, la Cour pénale internationale rejette un dossier qui est abondamment argumenté, qui demandait de juger la Grande-Bretagne pour des crimes de guerre et des tortures. Les preuves sont là, les éléments sont là, comme on en a trouvé pour l'Australie ou autre. Bon. Mais sous quel prétexte la Cour pénale internationale rejette ce dossier? En disant, elle dit plutôt, cette Cour pénale, ah, mais il y a déjà une cour en Grande-Bretagne qui s'intéresse au dossier. Ça veut dire que le criminel est chargé de suivre la procédure et puis la Cour pénale internationale qui se permet d'aller prendre Laurent Gbagbo chez lui et de le juger pour l'acquitter après, ou qui veut ouvrir des démarches concernant l'Azerbaïdjan aujourd'hui, eh bien, c'est la loi du plus fort, quoi. C'est pas de la justice. Donc le droit international a volé en éclats. Et parallèlement à ça, on a les décisions des États-Unis, cette semaine encore. Je décide que le Maroc a le droit d'occuper le Sahara occidental, alors qu'il y avait des mesures qui prévoyaient un référendum d'autodétermination, que les accords qui avaient été faits pour arrêter la guerre qui s'y déroulait sous égide de l'ONU ont été violés par le Maroc qui a fait des offensives militaires. Et bien voilà, bon, on efface le Sahara occidental. On déclare que Israël a le droit de prendre les terres palestiniennes, etc. Voilà. Donc il n'y a plus de droit international et il est important de comprendre la liaison entre les luttes populaires dont nous avons parlé pour les questions de santé, de risques majeurs, etc., avec la nécessité de lutter contre le système, parce que ce système-là est planétairement organisé pour écraser les contestations intérieures et empêcher toute revendication au niveau planétaire. Donc c'est la question de la lutte contre le système sur laquelle nous allons revenir. Et enfin, la dernière partie que je voulais aborder en matière d'actualité, c'est la situation aux États-Unis. De plus en plus, on pense qu'une guerre civile est possible aux États-Unis. Donald Trump, pour des raisons personnelles, peut-être parce qu'il ne veut pas être jugé pour viol, agression sexuelle, détournement de fonds et autres, qui a déjà commencé à tester l'amnistie de tous ses proches, ne veut pas sortir de la Maison-Blanche, mais ce n'est pas seulement parce que c'est un fou, un méchant qui défend ses intérêts, c'est qu'il représente
une large fraction des États-Unis, de la population des États-Unis, qui est pour le white power, qui est fasciste, qui est pour la domination économique, pour le libre-échange, puisqu'il a quand même obtenu des millions de voix et que ses partisans manifestent partout. Eh bien, lui, c'est ça qu'il exprime. C'est la fascisation, parce qu'ils ne sont pas aussi fous qu'on le croit, c'est parce qu'ils ont besoin que le fascisme se renforce dans leur propre pays et à l'extérieur pour empêcher la montée des luttes populaires. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il attise le feu. Il ne parle pas, il fait des procès qui échouent, mais il annonce quoi? Il annonce que le jour de l'investiture de Joe Biden, il va appeler à des manifestations. Et déjà, ces gens font des agressions armées. Il y a une députée élue, des démocrates, dont le domicile a été encerclé par des Trumpistes armés qui essaient de faire celle-là démissionner et partir de l'État. Il y a des gens qui reçoivent des pressions, tous ceux qui sont contre Trump. Et il y a eu des affrontements hier avec 5 blessés, dont un assez grave, entre les milices armées de Trump et puis des militants du Black Lives Matter et des gens qui exigeaient que Trump saute de la Maison-Blanche. Et puis, il y a même au niveau des États, certains républicains parlent d'organiser l'indépendance du Texas. Donc, on est dans une situation où on risque de voir une guerre civile aux États-Unis avec toutes les conséquences qu'on peut imaginer, puisque l'économie mondiale est organisée en fonction de la primauté des multinationales états-uniennes. Alors, quand on sait que ce monsieur Trump dispose du bouton nucléaire, qu'il peut déclencher une guerre nucléaire, qu'il avait déjà essayé de déclencher une guerre contre l'Iran et qu'il en a été dissuadé, on a clairement la dimension du drame. Je n'ai même pas pensé à cette voiture d'un Trumpiste qui fonce sur une manifestation d'Américains, Life Matter, etc., et qui en a blessé plusieurs. Donc voilà ce que je voulais dire concernant les faits d'actualité. Et je veux passer à la partie que je vous avais annoncée, la déconstruction d'un certain nombre de termes et de grilles d'analyse qui sont omniprésentes dans les médias, dans le langage des politiciens, des économistes au service du système. Je l'avais annoncé 4 de thèmes. Le premier concerne République, démocratie et laïcité. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de République et dans les émissions suivantes, démocratie et laïcité, avant de prendre les 3 derniers thèmes annoncés. Alors, République, la République. On entend ça systématiquement quand il y a des incidents. C'est à la laïcité qu'on s'en prend. Notre démocratie est menacée. C'est la République qu'on attaque. Il nous faut faire l'union nationale pour respecter les valeurs de la République qui font la grandeur de la France. Tout ça, c'est beau ça. Et il y a des gens qui disent « Ah, j'ai honte à ma France, et c'est la République, il nous faut défendre la République. » Eh bien, tout ça, c'est une vaste escroquerie intellectuelle. Ça veut dire quoi, ce mot « République » ? C'est une religion qu'on nous a installée avant 1789, la Révolution bourgeoise, en France. C'était la chrétienté qui avait la primauté. Le roi était monarque de droit divin et on devait l'accepter parce que c'était la religion et on était excommunié si on ne pouvait pas faire le crime de lèse-majesté. C'était la religion, la monarchie. Maintenant, depuis la Révolution, la République est devenue une nouvelle religion. Et il y a un travail qui a été fait, les étudiants, les scientifiques peuvent faire des thèses sur ça, pour déifier la République. Sa représentation avec des fleurs, des couronnes, des flambeaux, etc. Donc on a déifié cette République. Et maintenant, on vous dit, la République, on doit la respecter, on doit s'agenouiller. La laïcité,
la démocratie. C'est comme des déesses là, voilà, et puis il faut les prier, il faut accepter. Alors aujourd'hui, nous parlons de la République précisément. D'où vient cette République? Le concept de République. La République nous vient de l'Antiquité, le res publica, la chose publique. Donc, parce qu'on se faisait entendre, on décidait collectivement. Sauf que dès sa naissance, la République, que ce soit à Grèce ou à Rome, c'est le fait des privilégiés, des propriétaires terriens, et puis à côté de cette minorité qui est res publica, qui discute, il y a, en Grèce on parle des métèques, des esclaves, à Rome c'est les classes inférieures n'ont aucun droit. Et dans les deux cas, les femmes n'ont aucun droit. Donc c'est ça, là, au départ. Et quand la bourgeoisie commence à déifier cette république, rien ne change, puisque les divisions de classe au sein de la république et les possibilités de décider d'être au pouvoir restent toujours dans les mains strictement des classes dominantes, donc de la bourgeoisie, des riches, des nobles. Et alors magiquement, la République, c'est une déesse qu'il faut respecter. Et aujourd'hui, on n'est plus unis devant la loi parce qu'on a dit un propos qui atteint la laïcité. Donc il faut comme des lèse-majesté. Mais on a dit que la monarchie comme la République, ce sont des institutions humaines, avec des individus de classe dominante à la tête. Donc, à aucun moment, on ne peut imaginer qu'ils vont produire des lois, ils vont prendre des décisions politiques dans l'intérêt de tout le monde. C'est n'importe quoi. Et pour montrer que République et monarchie, c'est même bête, même poil, c'est que tous ceux qui étaient nobles, aristocrates, certains ont été persécutés au moment où la bourgeoisie prenait le pouvoir, mais aussitôt que la bourgeoisie est arrivée au pouvoir, elle s'est accoquinée avec la monarchie. Ça veut dire que les aristocrates ont gardé leurs biens, à part ceux qui avaient été saisis, qui avaient fui en Angleterre, mais après ils ont récupéré. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, les descendants des monarques et les Bourbons, etc., sont là, ils ont leurs biens, ils ont leur argent, et ils sont devenus capitalistes. Ils sont rentrés dans le système bourgeois. Et les républicains, soi-disant, ils sont devenus monarchistes. Monsieur Macron, ce n'est pas un roi, alors. Il ne fait pas ce qu'il veut. Vous voyez les ordres de la République, les banquets, les cérémonies, etc. Et la République française n'a absolument rien de défense des citoyens, de la population. Non, ils sont mariés, puis c'est tout. Alors, il y a là le thème qu'il faut respecter la République, parce que la République protège ses enfants. C'est ce qu'il a dit. La République protège ses enfants. Nous sommes les enfants de la République et elle doit nous protéger. Mais dans quel monde vit-on là? Quelle République qui protège ses enfants? Nous l'avons écrit dans un éditorial. Amusez-vous à prendre des livres d'histoire depuis 1789, depuis même la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Prenez chaque jour, sans exception, chaque semaine, chaque mois, chaque année, sans exception, de 1789 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en 2020, il y a des exactions contre les ouvriers, contre les prolétaires, contre les paysans pauvres. Il y a des crimes. Chaque année, il y a des violences policières. Chaque année, chaque jour, il y a des procès injustes qui sanctifient le vol des propriétés. Je ne dis qu'une chose qui me vient à l'esprit. Quand la personne âgée, Madame Suzanne, a acheté un petit bout de terrain en Martinique après avoir souffert pour construire sa maison, et puis qu'un EDF vient mettre 2 poteaux sans autorisation, que des géomètres agressent cette dame, qu'à aucun moment, après des dizaines d'années, elle ne peut arriver
à récupérer son bien, que la République protège ses enfants. Cet exemple est venu, je l'ai dit, mais c'est tout. Enfin, vous qui vivez, vous savez comment les grandes entreprises de téléphonie vous volent, comment nous sommes. Quelle République qui défend un enfant là? Et nous, peuple colonisé, la République n'a jamais défendu ses enfants en Martinique. Pendant la République, sous la République, nos ancêtres étaient esclaves. Ils étaient torturés. Leurs jambes étaient coupées quand ils essayaient de s'échapper. Ça, c'est la grandeur de la France, les valeurs de la France. Et jusqu'à aujourd'hui, la France s'autorise à avoir des colonies. On a parlé tout à l'heure de Kanaki, mais Wallis et Futuna, La Réunion, et la Polynésie, Mayotte, volées au dépit du droit international qui a condamné la France. Mayotte, la Guyane, la Guadeloupe, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et nous-mêmes d'autres choses. C'est quoi la République qui protège ses enfants? Les gens qu'on a assassinés en 1900, c'est la République qui protège ses enfants. En 1974, quand on a tué des ouvriers agricoles qui m'ont demandé le SMIC et la suppression des pesticides, la République protège ses enfants. Quand des jeunes vont dire réparer le crime de chlordécone et puis qu'on les bastonne, on les violente, on les poursuit, la République défend. Quel enfant la République défend? Les seuls enfants qu'elle défend, c'est les multinationales, les capitalistes. Et ce qui est important à dire, c'est que la pensée colonialiste, l'aliénation vis-à-vis de cette question de République déifiée, concerne une grande partie de la gauche française. La gauche française qui trouve normal de dire que la France, la grandeur de la France, elle doit respecter ses idéaux et aider les pays pauvres à sortir. On devrait accueillir des immigrés, des gens qui sont pauvres à cause des multinationales françaises, qui vous disent la République est une indivisible, donc la Martinique doit respecter, doit appliquer les règles de la République. Donc, je n'irai pas plus loin, je veux dire ici que quand on entend le mot République, quand on entend des gens dire la grandeur de la France, quand on entend des gens dire la République une et indivisible, c'est à la République qu'on s'attaque. Il faut comprendre que tout cela, c'est une vaste fumisterie, c'est une nouvelle religion d'oppression, d'aliénation qui sert à justifier l'exploitation, la répression dont les classes populaires et dont les peuples colonisés sont victimes. La semaine prochaine, nous allons parler de la démocratie à la mode occidentale. Merci de votre attention. Donc, tout à l'heure, on va écouter Thierry nous parler du pays. Et puis, je voulais annoncer la partie interactive. Vous pourrez y participer en téléphonant au 03 14 03. Alors là, on va écouter un petit jingle pour respirer, si notre technicien est prêt.